Smart et réglo, un avocat, un conseiller juridique, un expert juridique. Aujourd'hui, un avocat, Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Vous avez essoufflé. C'est les 10 secondes. C'est ça, les fameuses 10 secondes. Avocat associé en droit social. Je voulais vous interroger, et c'est vous qui souhaitiez d'ailleurs parler de ce document, oui. Parce qu'on parle beaucoup de tous les outils dont doivent bénéficier les entreprises en cas de difficulté. Là, vous nous parlez de la base de données économiques et sociales. Et justement, elle fait écho avec les risques de difficultés que peuvent rencontrer une entreprise dans l'histoire, dans le parcours d'une entreprise. Et cette base de données économiques et sociales, dites-nous à quoi elle sert et pourquoi il faut la remplir. En fait, elle est très importante parce qu'elle concourt au dialogue social. On a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau à de nombreuses reprises. En fait, la philosophie essentielle de cette base de données, c'est que l'employeur va mettre à disposition de ses partenaires sociaux, donc le comité social et économique et les délégués syndicaux, une base de données dans laquelle vont figurer un certain nombre d'éléments relatifs à la vie de l'entreprise. Et ce qui est très important, c'est que ça concerne la vie de l'entreprise sur le passé, mais aussi sur les perspectives d'avenir de l'entreprise. Faut quand même le préciser, Étienne, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si on ne le met pas en place, c'est un délit d'entrave. Donc c'est un délit d'entrave, ça veut dire que les partenaires sociaux peuvent se retourner vers qui à ce moment-là pour faire... Vers leur employeur ou vers l'inspection du travail qui va faire un PV de constat. Qui estime qu'elle n'a pas reçu ce document qui lui permet d'avoir une visibilité, une photographie à l'instant T, puis aussi la projection. Ça doit comporter combien d'items ? Parce que c'est quand même pas un dossier de 72 pages. C'est quand même extrêmement volumineux. Il y a 9 thèmes obligatoires et au sein de ces thèmes obligatoires, il y a des sous-catégories. Typiquement, le premier thème qui est celui de l'investissement social et de l'investissement des actifs matériels et immatériels. Dans tout ce qui est investissement social, c'est en fait tout ce qui va être le bilan social de la société, c'est-à-dire le nombre de CDI, le nombre de CDD, le nombre de stagiaires, le nombre d'apprentis, pour voir l'évolution sur le passé et les perspectives d'avenir, puisque l'autre conséquence, quelque part, de l'absence de la base de données économiques, c'est le fait de ne pas pouvoir consulter ses partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise. On en a parlé, c'est très important et ça concourt, encore une fois, je me permets d'insister là-dessus, à la transparence et la qualité du dialogue social. Plus les partenaires sociaux auront confiance dans la qualité de l'information donnée par l'employeur, bien plus il pourra y avoir lieu à dialogue social au sein de l'entreprise. Dialogue et accord, puisque l'intérêt du dialogue, c'est de pouvoir faire avancer un certain nombre d'accords organisants, modifiants. C'est quand même sensible, il faut le dire, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'entreprise parfois hésite, parce qu'elle met entre les mains d'élus, délégués du personnel, des élus, des données très sensibles, de la stratégie de l'entreprise. Exactement, et ce sont des données relativement précises aussi, et donc si elles tombaient à la concurrence, évidemment, notamment sur les perspectives d'avenir, cela pourrait être néfaste. C'est pour ça que aussi bien l'administration que les textes rappellent que les informations qui sont données dans la base de données sont des informations confidentielles, et d'ailleurs il est recommandé, puisque la base de données doit être mise en place par accord d'entreprise, que l'on rappelle à cette occasion-là que la contrepartie, quelque part, de la confiance que l'on donne, c'est que cette confiance soit honorée et que donc ces données restent au sein du dialogue social. Juste d'un mot, vous l'avez déjà évoqué, je vous ai posé la question, mais je vous la repose d'une manière différente. Vous constatez des chefs d'entreprise qui, finalement, par faute d'information, ne savent pas qu'il faut faire ce BDES, puisqu'on l'appelle le BDES. Vous le constatez ? Oui, ils se disent, oups, je ne l'ai pas fait. Oui, on constate encore trop, malheureusement, dans les audits que l'on fait en cas d'acquisition. Les grandes entreprises de plus de 300, c'est assez rare qu'elles ne l'aient pas encore mise en place. Petites parce qu'elles sont bien structurées, bien conseillées, elles ont d'excellents conseils. Les entreprises, en revanche, entre 50 et 100, là, c'est un peu plus rare. Généralement, on sait qu'on doit mettre en place un CSE. On sait un peu moins qu'on doit aussi leur fournir un certain nombre d'informations. Et souvent, il y a aussi de la réticence parce qu'il y a cette sorte de persistance rétinienne de ce qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance dans son CSE. Et pourquoi je leur donnerai toute cette information-là et à quoi ça sert ? Et en fait, est-ce que j'encours pas le risque de toute façon ? Je ne gère pas ce risque de délit d'entrave de toute façon. Il y a la question du délit d'entrave des 7 500 €, mais enfin, j'allais dire, c'est un peu anecdotique. Enfin, c'est 7 500 €, bien sûr, mais quand même, en cas de difficulté de l'entreprise, ce document, l'entreprise va mal, parce que la crise Covid l'a impacté, par exemple, ce document, il lui sert à quoi ? Il permet aux deux parties prenantes de pouvoir dire, vous avez vu, là on avait évoqué une prospective de création d'emplois, mais là on ne peut plus le faire. C'est sur ce document qu'on s'appuie pour justifier une difficulté ? Exactement, en fait c'est par ce document que l'on a informé
ces partenaires sociaux de la situation de l'entreprise. Et donc c'est très important parce que auparavant, quand on était amené à consulter les partenaires sociaux, on leur donnait une liasse de documents juste pour la consultation. Là, en fait, non seulement on doit mettre en place la base de données, mais on doit l'actualiser régulièrement à chaque fois qu'on a des données. Alors évidemment, sur le passé, c'est plus facile d'avoir des données chiffrées et précises. Pour le futur, on peut se contenter de grandes masses, mais néanmoins, comme on doit chaque année consulter ces partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la fourniture de ces éléments sert de base à cette consultation. Et si on ne met pas cette base de données en place ou si on n'actualise pas, eh bien on ne peut pas les consulter sur ces orientations stratégiques. Et c'est ça qui est très important. Donc le conseil que vous donnez avant de nous quitter au chef d'entreprise, avec cette petite poussière, vous avez vu, qui vole au-dessus de vos yeux, c'est très poétique, c'est attention, soyez vigilants, remplissez bien ce document. On peut faire de la rétention, pour le dire un peu simplement. C'est-à-dire on remplit le document parce qu'il y a une obligation légale, on vient de l'entendre, mais on ne met pas tout. En fait, comme on le met en place par accord d'entreprise, on peut dans l'accord déterminer à l'intérieur de ces grandes catégories qui sont obligatoires ce que l'on va mettre et ce que l'on ne va pas mettre. C'est aussi tout l'enjeu de la négociation avec les partenaires sociaux. Après, l'actualisation, elle est faite de manière récurrente et on doit informer nos interlocuteurs de ce que cette base de données a été actualisée. Et donc, ils vont aller chercher évidemment l'information qui s'y trouve. Avant de nous quitter, tout le monde n'a pas un DRH. Dans des entreprises de 50 salariés, il faut le reconnaître, il n'y a pas de directeur des ressources humaines, c'est souvent le patron qui gère tout ça, avec un collaborateur ou une collaboratrice. Qui doit gérer ce BDES? Les avocats qui remplissent ce document, enfin les conseils? Ou les gens dans l'entreprise? Les conseils, évidemment, vont aider à structurer et puis à la négociation de la mise en place. Encore une fois, ça doit passer par un accord d'entreprise, donc on va accompagner le dirigeant dans cette mise en place. Après, la récurrence des informations, c'est à nous de les informer ou de leur rappeler qu'ils doivent l'actualiser, mais c'est aussi à eux de s'emparer de cet outil-là, parce que c'est un outil qui concourt, encore une fois, à une bonne qualité du dialogue social. La bonne qualité du dialogue social, et on en a besoin en ce moment, dans un contexte d'incertitude. On n'est pas encore sorti de cette crise Covid, loin de là, avec l'incertitude des entreprises. Merci Étienne Pujol, avocat associé en droit social, Berilo. Tout à fait. C'est votre cabinet, je ne l'avais pas cité. Merci d'être venu, on se retrouve très bientôt, peut-être toujours avec cette petite poussière qui va venir nous chatouiller les narines. On fait une petite pause, la pause café avec Fanny Griesmer. Je ne sais pas si vous êtes partie de ceux-là, mais c'est ceux qui se lèvent tôt. Vous savez, ces chefs d'entreprise, ces managers qui très tôt le matin vont courir, lisent la presse, bref, presque une caricature. Fanny Griesmer nous lève un coin de voile sur ceux qui se lèvent très tôt le matin.